Muy buenas noches. Tengo el gusto de presentar ahora a Myriam Qureshi, filósofa y dramaturga francesa, que es la creadora de la Noche de la Filosofía y que hemos tenido además el gusto de contar con su presencia en las 4 ocasiones que hemos organizado la Noche de la Filosofía en Lima. Myriam Qureshi nos dará hoy una conferencia con el título ¿Sueñan los bisones con humanos que tengan pieles? Los dejo con Myriam Qureshi. Buenas noches de Paris. À l'occasion de cette édition spéciale de la Noche de la Filosofía à Lima, je voudrais partager avec vous quelques réflexions venues d'Europe. Le 21 novembre dernier, à Copenhague, les cornes de brume ont retenti fortement et longuement dans le port, de concert avec les vrombissements de 500 tracteurs venus de tout le pays envahir la ville. Les agriculteurs et éleveurs danois avaient convergé de tout le pays pour manifester leur vigoureux désaccord avec certaines décisions prises par leur gouvernement. Celui-ci avait décrété 2 semaines plus tôt l'abattage de l'entière population des visons élevés au Danemark, premier pays producteur des fameuses fourrures de luxe prélevées sur le dos de ces animaux. Une forme mutante du virus SARS-CoV-2, dénommée Cluster 5, avait été détectée dans les élevages. Le virus mutait et, en bonne zoonose, il allait continuer de briser la barrière interespèce pour repasser de l'homme à l'animal, se transmettre à nouveau aux humains. Pour tenter d'interrompre cette chaîne de transmission infernale, les autorités sanitaires, craignant un effet désastreux sur l'efficacité du vaccin anti-Covid-19 en cours de validation rapide, avaient donc pris ce parti radical. Le décret gouvernemental fut vite suivi des faits et, dans plus d'un millier de fermes, 17 millions de visons atteints par la maladie ou non furent abattus. 2 semaines plus tard, sous l'effet de la contestation populaire vigoureuse, le gouvernement danois admit avoir agi en l'absence de fondement légal. La démission du ministre de l'Agriculture, Morgan Jensen, s'en est suivie, mais n'a pas résolu pour autant le problème que pose une telle décision politique. Pendant toute cette période que nous traversons et qui n'en finit pas, on a beaucoup parlé au Nord de sidération. Les sociétés contemporaines démocratiques et dites développées y sont de fait confrontées à des gestions de crise qui les bousculent par le caractère autoritaire ou tout du moins vertical des manières de gouverner choisies pour affronter la crise sanitaire. Les mesures étant décidées exclusivement en haut lieu et décrétées en vue d'une application sans discussion, perturbent ces sociétés précisément dans leurs pratiques de libre commerce, de sociabilité eudamoniste, d'éducation et de culture programmée, et dans leurs idées reçues à ce propos. Les idées notamment que le droit de propriété et la liberté de mouvement sont fondamentaux, ou que la culture ou l'art sont essentiels dans nos sociétés, sont soudainement moins certaines. Or, voilà donc, avec l'actualité danoise, une nouvelle raison de sidération. Son effet horribilis ou répugnant, ou encore choquant, qui est à la fois esthétique et éthique, joue un rôle important dans cette sidération. Car, de bout en bout, dans cette histoire, il s'agit bien d'horreur, de choses propres à vous hérisser le poil et à vous retourner le ventre. Les animaux, au nombre donc de 17 millions, 3 fois la population humaine du Danemark, une fois abattus, se sont révélés trop nombreux pour être incinérés. Alors on a creusé des charniers géants. La police et l'armée ont été réquisitionnées pour accomplir ces tâches macabres. Sur toutes les routes du pays, des camions ont roulé en file indienne, surchargés de corps morts qui tombaient sur l'asphalte. Et ce n'est pas tout.
Ces millions de bêtes, après avoir été ensevelies à la hâte, se sont relevées de terre sous l'effet du dégagement de gaz dû à la décomposition de leurs cadavres trop entassés, pas assez bien enfouis. 2020 ajoute une autre calamité à son actif et devient aussi l'année du vison mutant et zombie. Je fais allusion ici à des utilisateurs de Twitter qui n'ont pas hésité à s'amuser avec un humour noir pour décrypter cette actualité avec les codes du film d'horreur. Devant l'échelle du carnage, au sens propre, car si l'entreprise ne se laisse pas décrire comme une boucherie sanglante, il s'agit sans contredit d'une extermination brutale de millions d'animaux vivants. Devant l'échelle du carnage, donc, un mot m'est venu à l'esprit, folie. D'autant plus que cette destruction dessert totalement les intérêts du pays, notamment économiques. Et je pense soudain que ce n'est pas la première fois qu'en Europe, en une autre occasion de calamité, des autorités décrétèrent ainsi une éradication animale totale qui allait aussi contre les intérêts humains. C'était à Londres, en 1665, pendant la Grande Peste noire, les autorités, là aussi suivant les avis de médecins, ordonnèrent que fussent abattus tous les chats et tous les chiens errants, suspectés d'être les agents transmetteurs de la peste. Des centaines de milliers de chats et des dizaines de milliers de chiens furent tués. Il y a des gravures de l'époque qui montrent des hommes pourchassant chats et chiens avec des gourdins. La jante canine et surtout la jante féline éliminée, les rats, les vrais porteurs du bacille de la peste, eurent tout le loisir de courir les rues et de se répandre en toute liberté dans Londres. Un tiers de la population londonienne succomba à la peste. Il me paraît ainsi important d'insister ici sur la dimension quantitative et le caractère de systématicité de ces décisions pour en sentir la folie. Ces décrets introduisent comme une rupture extrême dans le cours normal des décisions humaines qui ont vocation à approprier, proportionner les actes à une situation précise. Car ces décrets, à l'inverse de ce que l'on attend d'une décision prise à l'issue d'une délibération collective, n'envisagent pas les conséquences globales à terme. Le décret danois du 4 novembre dernier me semble avoir introduit ce type de rupture de plan, créant un de ces moments de bascule obscure ou aveugle qui favorise la perpétuation d'un acte que l'agent ne regarde pas en face ou duquel il ne mesure pas les conséquences véritables. Un acte qu'on commet comme dans une semi-conscience, dans un demi-sommeil, comme un somnambule. Un coup de folie qui n'a pas été sans évoquer le profil tragique d'Ajax, guerrier homérique devenu dément. Ajax est une tragédie de Sophocle écrite au milieu du 5e siècle avant Jésus-Christ. La pièce se situe dans le camp grec pendant la longue guerre de Troie. Ajax incarne le personnage du vaillant, aguerri et terrible guerrier grec, archaïque dans sa conception de la guerre et de l'honneur, couvert de gloire et donc de sang. La pièce dramatise la réaction d'Ajax face à une décision des chefs des armées qu'il pense contraire à l'honneur et qu'il récuse avec colère. Emporté par son désir de vengeance, il se décide à massacrer de nuit toute l'armée grecque. Mais Athéna, la déesse qui protège les Grecs, intervient et la fureur d'Ajax se détourne et s'abat sur le bétail. Toute la nuit, Ajax décime le cheptel des Grecs. Quand il reprend ses esprits, le spectacle de son carnage le désole profondément et le plonge dans une prostration irrémédiable. Le héros archaïque, après avoir été habité par la démesure de sa folie meurtrière, à laquelle il a cédé tout entier, constate son déshonneur et se suicide. Il me semble qu'ici, il faut nous demander si la folie tragique d'Ajax est folie parce qu'elle est meurtrière
et qu'elle prend pour cible des bêtes à cornes, incapables de se défendre, carnage inutile. Donc il me semble qu'ici, il faut nous demander si la folie tragique d'Ajax est folie parce qu'elle prend pour cible des bêtes, incapables de se défendre, carnage inutile, ou si elle doit être considérée comme une folie parce qu'elle est meurtrière, à l'origine d'un carnage, que celui-ci soit un carnage d'humains ou d'animaux. Ajax s'était lancé de nuit contre des guerriers endormis, donc désarmés. Ils auraient été par conséquent dans l'incapacité de se défendre, exactement comme les bêtes. Si l'on considère les choses sous cet angle, la folie sanctionne ou qualifie la démesure de l'objectif, ciblant toute l'armée grecque et sa déraison, qui se reconnaît à la disproportion entre l'acte meurtrier et la situation. Démesure et déraison, c'est ce qui identifie précisément le caractère archaïque du comportement d'Ajax. Quant à nous, près de 25 siècles plus tard, à première vue, il nous semble difficile de comprendre les raisons des anciens qui paraissent toujours mettre en avant la responsabilité des dieux dans leurs agissements tragiques. N'est-ce pas Athéna qui contrôle la folie meurtrière d'Ajax? N'est-ce pas elle la responsable? Cette responsabilité de la déesse éloignerait toute possibilité de tenter une concordance des temps et des récits entre le paradigme de la folie meurtrière d'Ajax et la décision sidérante du gouvernement danois d'abattre 17 millions de mammifères élevés en captivité. Mais peut-être devrions-nous, à l'inverse, nous concentrer sur ce qui relève de la responsabilité directe du héros. C'est Ajax qui agit. Il est en partie, du moins, à l'origine de l'impulsion de son acte. La déesse n'a fait que détourner le cours de sa fureur qui était déjà folie, la faisant s'abattre sur d'autres objets vivants. Grâce à un truc, elle assaille son esprit de vision illusoire. Lui, massacrant le troupeau, se voit décimant les soldats et l'état-major des Atrides. Plus il repaît ses yeux de ces images fausses, plus il se leurre, s'enrage, s'enfonçant de plus en plus irrémédiablement dans le carnage géant. Athéna, certes, sauve les Grecs, ses protégés, mais plus profondément, peut-être, le coup d'Athéna sert à dessiller Ajax lui-même, et nous avec, en le sortant brutalement de sa logique infernale et archaïque de tout ce qui est dû à l'honneur. Si en effet il avait accompli son action telle qu'il le planifiait, il aurait massacré ses rivaux et n'en aurait conçu aucun remords puisque c'est ce qu'il considérait être dû à l'honneur. Mais voilà que le coup d'Athéna fait dévier le cours projeté de l'action et lui fait contempler ses propres actes avec une distance sans précédent. Revenu à lui, il reste là, abîmé dans son malheur, je cite, n'ayant ni mangé ni bu, sans mouvement, au milieu du bétail égorgé. Peut-être que la rumination entêtée des tracteurs et les appels solennels des cornes de brume à Copenhague en novembre 2020, où les gaz putrides dégagés par les charniers à travers tout le pays au mois de novembre dernier ont jeté l'actuel gouvernement danois dans un même état de prostration extra-lucide quant à la disproportion, à la hâte, à l'illégalité de la décision d'éradiquer toute une population animale. La prise de position par rapport à cette actualité étonnante et pourtant ambiguë, il est temps de le noter ici, car pour le formuler de manière abrupte, il est fort douteux que les tracteurs et les cornes de brume danois de ce samedi de fin novembre manifestaient l'indignation et la solidarité des humains, encore moins leur empathie, avec ces petits mammifères élevés en masse pour leur fourrure, autrement dit destinés à l'abattoir. Ces petits mammifères n'étaient-ils pas de toute façon condamnés, quantité vivante négligeable? Qu'ils soient abattus un peu plus tôt ou un peu plus tard, sur le temps long ou tous en même temps, quelle différence? Ce n'est pas d'abord pour s'indigner de leur traitement ni de leur souffrance
que les cornes de brume ont retenti et les moteurs de tracteurs ont vrombé des heures durant dans la capitale danoise. Les intérêts économiques en jeu, la répulsion à l'endroit d'une gestion jugée trop autoritaire de la crise, ont d'abord provoqué cette contestation massive. Mais cette péripétie remarquable de la pandémie en Europe offre une occasion parfaite pour s'interroger sur le caractère idéologique, linguistique et économique de la frontière érigée entre le genre humain d'un côté et toutes les autres espèces animales de l'autre. Sans sombrer dans l'anthropomorphisme, la question de ce qui se passe dans le cerveau des bêtes vouées en temps normal à l'abattage pour être mangées ou pour être dépossédées de leur peau ressurgit aiguë. La disqualification de cette question au nom du biais épistémique qu'introduit l'anthropomorphisme, dont il faut se méfier, et d'une lucidité vaccinée à l'égard d'une sensiblerie embarrassante, n'est pas recevable ici. Cette disqualification est motivée par un anthropocentrisme désormais vieilli qui se dissimule de nos jours car il ne peut plus se prévaloir d'arguments véritablement solides à l'heure de toutes les prises de conscience anthropocéniques et des mesures objectives de la gravité extrême de la crise climatique à laquelle la Terre est confrontée. L'esprit de méthode, qui vise notamment à identifier et éviter des biais dans les procédures de jugement, en vue justement d'établir des vérités factuelles ou objectives, recommande en réalité de varier les points de vue. Les travaux contemporains des éthologues nous aident à le faire, à nous y exercer. Par exemple, l'éthologue Fabienne Delfour n'hésite pas à défier la frontière linguistique qui inhibe les possibilités de se rapporter à l'animal comme un autre, en publiant en 2019 un livre au titre en apparence burlesque, mais au fond provocateur, je cite « Que pensent les dindes à Noël ?» L'autrice y propose l'expérience de pensée qui consiste à oser se mettre à la place de l'animal. Il s'agit d'envisager l'animal comme un individu, certes pas de la même espèce que nous, mais tout de même sujet de droit en son genre. En revanche, il ne s'agit pas d'envisager l'individu animal comme une personne, notion morale, où se niche précisément l'anthropomorphisme. Ce qui n'empêche nullement de considérer un animal très simplement, si l'on peut dire, comme un agent doué d'états mentaux et affectifs. Cette expérience de pensée est quotidiennement réalisée si l'on est en contact avec des animaux, notamment domestiques, qui sont des animaux sortis du lot, singularisés. Or, attention et empathie sont garanties pour un animal bien singularisé, par un nom, des comportements propres auxquels on s'est habitué, que l'on peut ainsi identifier. Pour l'animal sorti du lot, un double processus d'identification, identification d'un individu en tant qu'individu et identification affective avec cet individu, devient possible, ce qui est impossible lorsque l'on considère des millions d'exemplaires anonymes d'une même espèce. Pourquoi ne pose-t-on pas davantage la question de savoir ce que ressentent et ce que perçoivent les animaux d'élevage dans leur environnement? On a pu établir que certaines espèces partagent avec le genre humain des émotions spécifiques, comme le deuil. Ces études, ces observations ont été faites notamment par l'éthologue France de Waal chez les espèces dites proches de nous, comme les grands singes. Mais France de Waal lui-même insiste sur le fait que ces études montrent une très grande proximité des comportements sociaux entre les grands singes et les humains et servent à contrario à prendre la mesure de l'anthropocentrisme invétéré du regard humain et de ses effets. Cette réflexion est une invitation de fait à décentrer le regard et à se disposer mentalement à saisir davantage les ressemblances que les différences, saisir ou envisager ces ressemblances comme étant plus riches en enseignement pour nous les humains, pour éclairer nos comportements sociaux, que l'insistance sur les différences. Il s'agit de décentrer le regard et de modifier l'approche logique de notre perception des autres espèces animales, notamment en inversant la relation d'ordre
de la comparaison entre les humains et les animaux. Pour percevoir différences et similitudes, on ramène généralement l'animal à l'humain, dans cet ordre, comme si l'humain était la norme. La proposition de France de Waal invite à inverser cette relation d'ordre et à ramener l'humain à l'animal. Si généralement on ignore la proximité affective entre animaux et humains, cette ignorance est le fruit non seulement d'un désintérêt, trop occupé que nous sommes de nous-mêmes, mais aussi d'un déni. Cette affaire des visons danois, pendant la pandémie, dévoile une hypertrophie et un déni. C'est pour insister sur cette idée que France de Waal a forgé un néologisme invitant à reconsidérer nos réflexes de pensée par rapport au spectre de l'anthropomorphisme, l'anthropodénie. Ne pas voir nos similitudes avec les animaux est une forme d'anthropodénie. Il s'agit donc ici, à l'occasion de cet épisode particulièrement marquant d'un massacre en masse d'animaux en Europe à la fin de l'année 2020, d'identifier ce que véhicule d'impensé la crainte de faire de l'anthropomorphisme, renforcée par une sorte d'injonction morale déguisée de choisir son camp, le camp des humains. Il faut montrer sa solidarité, sa fraternité humaine. Il ne faut pas faire montre en dernier ressort une attitude séparatiste par rapport à l'espèce humaine. De fait, il semble naturel de se trouver davantage d'affinité et de communauté d'intérêt avec les autres humains, même si très vite l'on s'aperçoit que l'étendue de cette communauté est sujette à de grandes variations et qu'il n'y a rien d'évident à se sentir frères ou sœurs en humanité en général. Mais c'est le cadre même imposé par la vie en société et soutenu par une vision philosophique rationaliste qui charrie cette image universaliste de l'humanité, car pour reprendre la formule de Spinoza, rien de plus utile à l'homme que l'homme. Comme un écho lointain à cette tradition humaniste en sciences politiques qui insiste sur la rationalité, avoir une distinction réelle entre les humains ayant la raison en commun et le reste du règne animal, on voit aujourd'hui le président de la République française argumenter pour la suspension d'un engagement écologique résolu et offensif. Il adopte aujourd'hui une position qui, de fait, fait réfléchir en raison de son caractère abrupt et de la difficulté qu'il y a à la remettre définitivement en question, tant elle s'appuie en réalité sur une longue tradition en théorie politique. Le président français déclarait ainsi dans une interview en novembre dernier, je cite, « Je l'ai déjà dit, je ne suis pas pour un droit de la nature qui serait supérieur aux droits de l'homme. » Fin de citation. Ces propos, étonnamment décomplexés, résonnent en réalité d'une très longue habitude de pensée anthropocentrique. Si donc on a assez peu d'éléments sur la proximité affective entre la dinde et l'humain, ou sur les possibilités d'imitation affective entre les visons et l'humain, il semblerait en tout cas que la raison en est que l'on a plus souvent la première dans son assiette et le second sur le dos, ou tout du moins dans son esprit l'image du vison identifiée à un manteau de fourrure, lui-même porteur de valeurs et de paradigmes sociaux plus ou moins tenaces. Réussite, un vison ça coûte cher. Tradition patriarcale, avoir un vison réalise l'aspiration sociale de témoigner visiblement de sa réussite matérielle, de la réussite matérielle du mari et de l'importance sociale de la famille. Transmission, le manteau de vison, de la femme, mère, grand-mère qui se transmet de génération en génération. Mais enfin, si l'on s'attarde et si on décentre le regard, comment refuser de reconnaître des capacités cognitives, même minimales, aux bêtes d'élevage ? Comme le fait valoir Spinoza, toutes les choses sont animées, quoiqu'à des degrés divers. Ceci invite à une expérience de pensée très particulière si on reconnaît à chaque animal
une animation propre, c'est-à-dire un esprit propre, singulier. La littérature peut donner des perspectives à la pensée. La littérature d'anticipation pour le sujet qui nous occupe peut nourrir utilement la réflexion et encourager les expériences de pensée et leur donner des prolongements théoriques et pratiques. Pour conclure mon propos, je vais expliquer le sens du titre que j'ai choisi pour évoquer les méditations causées par la pandémie actuelle, qui me paraît donc mettre à nu les impensés de notre rapport aux autres formes de vie animale. Cette affaire des visons danois a d'abord évoqué le besoin d'inverser les points de vue entre l'humain et l'animal. Et j'ai alors pensé à la nouvelle de Philip K. Dick, auteur américain, intitulée « Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ?» écrite en 1968 et célèbre pour avoir inspiré le film culte Blade Runner, réalisé par Ridley Scott en 1982. C'est l'histoire tragique d'androïdes fabriqués par des hommes et servant d'esclaves qui se révoltent pour se libérer du joug humain, pour vivre leur vie à la puissance et à la sensibilité propre mais bien vivante. J'ai imaginé alors qu'on pouvait transposer et s'interroger. Quel type de pensée ou de perception, à travers le voile de leur sensibilité asservie et oppressée, occupe les esprits des visons abattus, en temps normal pour leur fourrure, quand ce n'est pas en raison de la grande peur actuelle infligée par le virus du SARS-CoV-2 ? Ne rêverait-il pas d'humains en fourrure de synthèse? Buenas noches de la filosofía a todos.